Bon, je ne sais pas, commençons quand même, sinon si elle vient, on n'aura pas le temps pour faire les deux présentations. Donc, bienvenue à ce qui est la sixième séance de notre séminaire sur les empires au, euh, au Moyen Âge. Euh, Notre séance traite la question, l'empire de Constantinople, et donc la question comment l'Empire romain est entre l'Antiquité tardive et au Moyen Âge caractérisé et déterminé en fait par ce centre dominant que Constantinople devient entre sa fondation par Constantin au IVe siècle et son développement ultérieure, notamment à l'époque de Justinien, donc au sixième. En principe, la séance était pensée d'une façon chronologique, avec d'abord une discussion de la description de Constantinople faite par Zosime, et ça c'est la ville de Constantinople de Constantin. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est juste un autre centre administratif de l'Empire au IVe siècle, ou est-ce que c'est dès le départ une sorte de remplacement de Rome comme nouveau centre de l'Empire? Et dans un deuxième temps, avec le texte de Procope, on est censé jeter un coup d'œil sur Constantinople au VIe siècle pour pouvoir discuter un peu la question de l'importance du contrôle, de l'appropriation de ce centre constantinopolitain par l'empereur Justinien. Vu que Madame Claire-Gilles n'est pas encore avec nous, nous commençons, pourquoi pas, avec la deuxième partie, donc avec Constantinople de Procope, Constantinople de Justinien. Nous n'avons pas non plus de répondants, donc peut-être l'un des présents par la suite voudrait bien faire le répondant pour cette présentation. Ok, donc commençons. Je cède la parole. Merci beaucoup d'être là. Et vous avez la parole. On peut commencer. On vous entend pas. Là, ça va, non? Oui, oui, là, ça va. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon.
C'est bon? Oui, vous avez la parole, allez-y. Bonsoir. Donc, ça nous va, ça nous va. Donc, euh, bien, juste ça nous va. Final, travers un texte, pas créer travail, créer pas de page, pas de moyen, pas de choix. Excusez-moi de vous interrompre, mais pour moi, il y a beaucoup de coupures. A priori, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez essayer de couper votre caméra et faire en audio seulement? Peut-être la qualité sera mieux. D'accord. Ok, on verra. Ok, c'est mieux là? On verra. Ouais, ça me paraît mieux au Ok, moins. Ouais. donc, ok. Pour continuer, euh, dit que la connaissance du règne de Justinien repose sur un grand nombre de sources. Alors, certains viennent de Justinien lui-même, notamment les nombreuses nouvelles de Justinien qu'il a prises durant son règne et qui donnent un éclairage sur sa conception de la façon de la fonction impériale. Alors, quand je parle de nouvelles, vous allez voir que ce sont disons, des, des, des lois voulues par Justinien qui sont été prises en grec. Mais au-delà, plusieurs chroniqueurs ont également écrit sur son règne. Il y a eu Pope de Césarée, est l'un des principales sources. Le texte en question des bâtiments est écrit par Pope de Césarée. Ce dernier est un historien du VIe siècle, un historiographe né en 490. En, J'ai l'impression qu'on vous a perdu là. Bon, j'ai peur que nous avons un problème technique là. là, j'enlève l'écouteur. Je ne sais pas si ça va mieux ou pas. Ah oui, ça va Peut-être. beaucoup, beaucoup mieux, oui. OK. Donc, on dirait le souci était à travers l'écouteur. D'accord. D'accord. Là, je continue. Euh, je disais que Justinien est né vers 482 en Illyrie et mort en novembre 1565 à Constantinople. Il est un empereur romain d'Orient ayant régné de 527 jusqu'à sa mort. Le grand objectif de son règne, c'est de restaurer l'unité romaine en ramenant sous son autorité toutes les régions occidentales perdues au cours du 5e siècle.
Alors, les 40 ans de règne de l'empereur permirent à Justinien de faire de l'Empire romain, unifié dans la foi chrétienne, la plus grande puissance du monde méditerranéen. Alors, la question est de savoir en quoi et comment l'empereur Justinien peut-il valablement modifier, moderniser le fonctionnement de l'Empire romain. Pour répondre à cette question, on va voir dans un premier point Justinien comme étant un grand bâtisseur. Euh, en, en se référant au texte, dans la ligne 5 à 10, le premier paragraphe, nous voyons, on dit, au-dessus est un cheval de bronze qui est tourné vers l'Orient et qui est admirable à voir. Il semble qu'il aille marcher. Il a le pied gauche devant levé, le doigt appuyé sur la pierre et ceux derrière tout prêt pour avancer quand il sera temps. On voit dessus la statue de l'empereur, qui est aussi de bronze et d'une grandeur qui surpasse le naturel. L'habillement est un habillement d'Achille. Les brodequins ne ne couvrent pas le talon. La cuirasse est à la façon des héros. Le casque semble bouger et jette un éclat, pareil à ce que les poètes appellent l'astre de l'automne. Il a le visage tourné vers l'Orient comme pour marcher contre l'épaisse. Donc, on dit sur le plan religieux, Justinien cherche sans cesse d'unifier son empire. Parce qu'à l'époque, les chrétiens, disons, étaient déjà très divisés. Il subsistait encore de nombreux adeptes des religions traditionnelles des païens. On peut parler d'un interventionnisme élevé dans les affaires ecclésiastiques. Donc, la conscience religieuse chez Justinien est très élevée. Pour rendre légitime son autorité impériale, Justinien et son autorité impériale, dans ses différentes lois, il rappelle qu'il est le représentant du pouvoir divin sur terre. En plus d'être un empereur romain, il se conçoit comme un empereur chrétien, messager de Dieu, chargé de faire de son empire terrestre l'équivalent du royaume céleste. Sa politique de rénovation impériale est à bien des égards d'empreinte écuméniste. Justinien renforce la position de l'empereur, il accroît l'autoritarisme et le centralisme du régime. Il renforce les moyens d'action de l'empereur au détriment de la capacité d'influence de l'aristocratie. Alors, l'idéologie impériale repose sur la tradition absolutisme d'un empire romain dorénavant chrétien. La légitimité impériale se confond avec la légitimité divine pour conforter sa position. Donc, la sacralité chrétienne est omniprésente dans l'imagerie impériale, oui, notamment sur les mosaïques de la basilique. Dans la matinée, puis tout de suite après, bon, je ne vais pas dire tout de suite après, mais dans l'après-midi, elle a commencé à venir. Notamment sur les mosaïques de la basilique de Saint-Vital de Ravenne.
Donc, pour mener à bien ces objectifs, Justinien va nécessairement entamer des conquêtes. C'est ce que nous allons voir dans un grand 2, à savoir les conquêtes de Justinien. En se référant au texte, dans la ligne 11 à 12, toujours dans le premier paragraphe, on nous dit il tient un globe à la main gauche pour faire connaître qu'il possède l'empire de la terre et de la mer. Il n'a ni lance ni épée. Il n'a que la croix qui est globe, l'emblème par qui il étend la main droite vers l'Orient comme pour commander aux barbares. Reconstituer l'Empire romain est l'ambition de Justinien. Et comme je viens de le dire, pour mener à bien et ses guerres, j'y comprends qu'il doit avoir une puissante armée bien commandée et des finances abondantes. C'est la raison pour laquelle il rassemble dans un code appelé code justinien l'ensemble des lois romaines qui devront être appliquées dans tout l'Empire. Dans cette tentative de conquête, en 530, l'empereur remporte une victoire sur les Perses, mais l'année suivante, il connaît la défaite. Donc, si on comprend bien, c'est comme si là, il y a à ce moment-là des forces, et des puissances qui luttent. En cette circonstance, il commence donc par faire la paix avec la Perse en 532. Alors, cela le laisse, vous allez voir l'importance de cette paix. Donc, l'importance de cette paix, de cette entente, eh bien, cela va laisser le champ libre à Justinien pour qu'il puisse entamer des conquêtes à l'ouest, c'est-à-dire vers l'Occident. Justinien attaque le royaume des Vandales en Afrique du Nord et les bat en septembre 1533. Cela lui permet, en libérant la Méditerranée des bateaux vandales, de conquérir la Corse, la Sicile et la Sardaigne. Donc, cette conquête est souvent menacée par d'autres rois, notamment les Ostrogoths, mais Justinien parvient à garder le contrôle de l'Italie pendant tout son règne. Pendant tout son règne. Donc, il faut aussi dire que, au-delà de sa chrétienté, sa grandeur, les conquêtes qu'ils ont obtenues, l'autre point fort de cet empereur à travers l'Empire, c'est qu'il est un grand bâtisseur. Donc, nous allons voir Justinien comme étant un grand bâtisseur. À travers la ligne 4, la ligne 1 à 4, dans le troisième paragraphe, euh, dans le troisième paragraphe, donc, l'auteur commence par depuis bien avant. L'auteur évoque quelques constructions qui a eu lieu par
par l'empereur. Mais dans la ligne 1 à 4, il dit, donc, et on fait savoir, et on précise, on dit, voilà les églises que Justinien a bâties à Constantinople et dans ses faubourgs. On dit, il n'est pas facile de découvrir et dans ses récits, à travers l'auteur, il n'était pas évident pour lui de tout détailler. Mais à travers la ligne 2, il dit, mais pour résumer, il suffit de dire qu'il a réparé une grande partie de cette grande ville et du quartier du palais, que le feu avait ruiné sous une forme plus belle. Il a, donc, il a réparé une grande partie de cette grande ville et du quartier du palais et que le feu avait ruiné sous une forme plus belle. Selon l'auteur, il a précisé à travers le texte, il n'est pas nécessaire d'en marquer les détails ici parce que bon, il y a un ouvrage qui s'appelle Livre des guerres et là, il a beaucoup parlé, il a censé tout dire. Ici, je dirais seulement que les travaux de l'empereur incluent, là je suis dans le texte, les travaux de l'empereur incluent pro, les propylées du palais, le bâtiment nommé Charles et les portes de bronze, construction qui s'étend jusqu'à la maison de Mars et au-delà du palais des Thermes de Zézip et les colonnades et en fait tout ce qui est des deux côtés d'elle et ce qui s'étend jusqu'au forum de Constantin. De plus, il a embelli il a embelli le palais d'Ormisdas et l'a joint d'Ormisdas et l'a joint au grand palais pour le rendre plus large et ainsi plus admirable et pour l'accorder vraiment avec la résidence impériale. Donc, Justinien se donne lui-même le surnom d'empereur Philoctistes, qui signifie qui aime construire. Donc, symbolisant sa propension à développer des édifices de toutes sortes, que ce soit sur le plan militaire, au travers de son œuvre de fortification du territoire, de l'empire sur le plan religieux, comme reflet de, comme reflet de sa foi, ou pour embellir, comme reflet de sa foi, ou pour embellir Constantinople, bâtisseur. Donc, Justinien construit la basilique de Sainte-Sophie à Constantinople. Ce bâtiment gigantesque et somptueux est caractéristique de l'architecture byzantine et devait, pour Justinien, être la plus belle de toutes les églises connues, de toutes les églises connues euh, de toutes les églises connues à l'époque. C'est un empereur qui a construit un grand nombre d'édifices religieux. Il a créé ou embelli beaucoup de cités, désirant montrer qu'il est un empereur chrétien. Il fait bâtir l'église de Saint-Vital de Ravenne en Italie. Richement ornée de mosaïques, elle représente Justinien et sa femme Théodora. Donc, elle est en quelque sorte l'illustration que la puissance des Justiniens et l'influence byzantine s'étend jusqu'en Italie. Donc, la politique architecturale de Justinien était très admirable et impressionnante. Il faut aussi dire que Justinien est souvent considéré Justinien comme le plus grand empereur de l'histoire de l'Empire byzantin ou encore comme le dernier grand empereur romain.
Le règne de Justinien pourrait être décomposé en deux parties. De 527 à 540, les succès sont réels, mais souvent rapides et de grande ampleur. En revanche, la deuxième partie de son règne est plus contrastée, car les frontières de l'Empire sont assaillies, ses nouvelles conquêtes, ses nouvelles conquêtes, notamment en Italie, sont compromises. Ces nouvelles conquêtes, notamment en Italie, sont compromises. Cependant, même si l'Empire vacille, il y a un établissement sur l'ensemble des fronts et à sa mort, l'Empire romain d'Orient est à son apogée territorial. Donc, on dit Justinien a de grandes qualités pour être empereur. Voyons rapidement et Vous êtes encore là parce que on vous a perdu après, voyons rapidement. Là où? vous m'entendez toujours ou pas? Ah oui, maintenant on vous entend, oui. Mais vous avez dit on va rapidement voir quelque chose, mais après on vous a plus entendu. Ah, il y a une petite coupure peut-être de mon côté ou je ne sais pas, mais peut-être souci Internet là. Là, je ne sais pas à quel moment euh, vous avez commencé de ne pas m'entendre. On ne sait pas, il y a une minute, hein. C'est pas Euh, très long, hein. Pardon? Il y a une minute. Ah, une minute. OK. Euh, OK. Bon, je reprends un tout petit peu pour dire que, pour dire que Justinien, c'est un empereur qui est considéré comme le plus grand empereur de l'histoire de l'Empire byzantin ou encore comme le dernier grand empereur romain. Pourquoi? Parce que le règne de Justinien, disons, pourrait être le règne de Justinien pourrait être décomposé en deux parties. C'est ce que j'avais dit. Voilà. De 527 à 540, nous avons dit que les succès sont réels, souvent rapides et de grande ampleur. En revanche, la deuxième partie de son règne est plus contrastée, car les frontières de l'Empire sont assaillies et ses nouvelles conquêtes, notamment en Italie, sont compromises. Cependant, même si l'Empire vacille, il y a un rétablissement sur l'ensemble des fronts et à sa mort, l'Empire romain d'Orient est à son apogée territorial. J'avançais pour dire que Justinien a de grandes qualités pour être empereur. Il a le sens de l'État. Il est capable de beaucoup travailler et il vit de manière assez simple. Pour justifier cette déclaration, nous avons dit en se référant à la ligne, au quatrième paragraphe, à la ligne, de la ligne 11 à 14, nous voyons qu'il n'y avait pas de l'eau,
Eh ben, l'empereur a, voyons ce que l'empereur a fait, ce que dit le texte. L'excès de la chaleur desséchait alors les sources et produisait un débit d'eau pour la cité moins abondant dans les aqueducs. On dit, voici ce que Justinien fit pour suppléer à ce défaut. Au portique impérial, où les avocats et les procureurs préparent leurs affaires, ainsi que tous ceux qui s'occupent de ces affaires, il y a une très grande cour, très longue et large, entourée de colonnes sur les quatre côtés, qui n'ont pas été posées sur un fondement de terre par ceux qui les ont construites, mais qui sont construites sur le rocher vivant. On dit quatre strates à colonnade entourent la cour, debout chaque côté, excavant à une grande profondeur sur cette cour et l'un des trois. L'empereur Justinien a fait un réservoir de stockage approprié pour la saison estivale, pour contenir l'eau qui avait été gaspillée à cause de son abondance pendant les autres saisons. À la ligne 14, on dit recevons ce surplus de l'aqueduc lorsque son cours déborde. Cette citerne fournit à la fois une place à l'eau qui, pour le moment, ne trouve pas d'espace et fournit une provision pour ceux qui ont besoin lorsque l'eau se raréfie. Donc, l'empereur a aussi de bonnes, en plus de sa qualité de ses qualités pour être un bon empereur, et en plus de son sens de l'État, on dit il a de bonnes connaissances artistiques et religieuses. Donc, en conclusion, les réformes administratives de Justinien, tout en s'adaptant à des situations particulières, sont orientées par des préoccupations communes, à savoir l'élimination de la corruption, la redéfinition des relations entre administration civile et militaire, la simplification de l'appel judiciaire, l'accroissement du statut d'autorité des gouverneurs de province, parce que, bon, c'était ainsi. Ainsi, faut-il aussi dire que Justinien et ses fonctionnaires sont particulièrement attentifs à améliorer l'efficacité de l'administration. Donc, la sédition Nika en 532, qui était le principal événement intérieur du règne de Justinien, qui met en cause directement l'autorité impériale, n'a pas empêché Justinien d'être un grand empereur et très apprécié. Je ne sais pas ce qu'il me reste de minutes ou pas, monsieur. Bon, oui, que, a priori, vu que c'est le seul exposé, vous avez même encore 5 minutes si vous les voulez. 5 minutes. D'accord. Euh, donc, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il regroupe des provinces, change des modes de fonctionnement dans l'empire, fait souvent gouverner les provinces par des militaires, alors pour assurer l'ordre. Son gouvernement était très autoritaire, il faut le reconnaître. Son gouvernement était très autoritaire. Donc, la religion, il veut dicter sa loi à l'Église en, en échange de la protection militaire qu'il lui donne face aux hérésies. Il est un chrétien sincère. Pour lui, le christianisme est une religion d'État. Et, et en ce qui concerne le commerce, donc, sous son règne, on peut dire
Et à travers toutes ces actions menées, toutes ces actions posées, il y a un commerce actif entre la Gaule, l'Italie, les côtes d'Afrique du Nord, Égypte et la Syrie. Et par l'intermédiaire du royaume d'Éthiopie. Donc, Byzance fait aussi du commerce avec la Chine et par la route de la soie. Alors, toute cette richesse permet de développer une vie culturelle importante. Donc, Justinien et sa femme Théodora cherchent à retrouver la grandeur de la Rome antique. Merci, c'est tout. Merci de votre écoute. Ok, merci pour cette présentation. Comme nous n'avons pas de répondants, peut-être nous pouvons simplement faire un tour de table avec des questions. Qui voudrait commencer? Ouais, Allô? On m'entend? Oui, oui, on vous entend. oui, ouais. Ah. Moi, j'ai pas vu très clair, enfin, j'ai pas vu ton plan et ton idée principale, en fait. Oh, ok, mon plan. Euh, ok, mon plan est que dans une première partie, j'ai parlé de la chrétienté de l'empereur et sa grandeur. Et dans un deuxième point, j'ai parlé des différentes conquêtes, c'est-à-dire les conquêtes de Justinien, Mhm. parce qu'il pour mener à bien et son pouvoir, il devait entamer des conquêtes, il devait conquérir du territoire. Et, et puis, dans un grand toit, qui était le troisième et le dernier point, j'ai vu Justinien comme étant un grand bâtisseur. D'accord. D'accord? Mhm, mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a une question de suite, vu ces clarifications? Euh, non, pas encore. Bon, donc moi, je voulais poser aussi peut-être une question ou deux. Vous avez insisté, bien sûr, et c'est pas faux, sur Justinien comme empereur chrétien, hein. Oui, Et vous avez cité comme l'un des exemples de ce pouvoir impérial et chrétien les mosaïques de Saint Vital à Ravel. oui. Certes, certes. Mais qu'est-ce que vous faites de la statue de l'empereur sur la colonne de bronze dans l'Augustéum? Est-ce que ça aussi, c'est un empereur chrétien? La statue de l'empereur dans l'Augusteum. Oui, dans le forum. Donc, ça, c'est le début de l'extrait, hein. On voit dessus la statue de l'empereur qui est aussi de bronze et d'une grandeur qui surpasse le naturel. L'habillement est un habillement d'Achille. Les brodequins ne couvrent pas le talon. La cuirasse est à la Oui, façon des héros, le casque semble bouger et jette un éclat, etc., etc. Est-ce que ça, c'est oui. l'empereur chrétien? Est-ce que c'est l'empereur de qui, vous dites? Est-ce que ça, c'est l'image d'un empereur chrétien? Euh, donc, on sait que l'Augusteum, donc, dit-on, c'est vrai, c'est un site du culte impérial de la Rome antique, mais là, si on décrit
décrivant ainsi l'empereur à travers ses statues, et moi, ça me laisse comprendre qu'il y avait une portée, ça a une portée religieuse. Bon, je, là, vous étiez au début du texte. Alors, oui, de Blanc, je pense que c'est donc, je vois que c'est une description de l'empereur, du pouvoir à travers des images, des statues. C'est ce que je comprends. Bah oui, mais voilà, la communication, l'image ici n'est pas facile à lire. Donc, Procope, à la fin de la description de la statue précise bien, il n'a pas d'épée, il a seulement le globe avec la croix, l'emblème par qui seul obtenu son Oui. pouvoir. Ok, donc là, nous avons un rappel que c'est une représentation de l'empereur chrétien. Mais c'est juste, voilà, ce petit détail sur le globe qui souligne le christianisme de l'empereur. Le reste de la présentation est l'empereur classique, donc l'empereur païen, avec les statues équestres. En plus, d'après la description que Procope nous a fait, la cuirasse est à la façon des héros, avec les chaussures style Achille. Il y a aussi un rappel de, des héros de la mythologie classique, donc païenne aussi. Donc, ce que je veux dire, dans cette image, par exemple, on voit que l'empereur chrétien Justinien est quand même toujours dédoublé d'un empereur classique, une figure impériale divine qui vient directement de l'Antiquité et qui ne doit rien à l'empire christianisé depuis le IVe siècle. Ah oui, c'est ça, parce que franchement, c'est c'est une description et Et un peu similaire dans la description du palais, ou plutôt dans la description de la calquée. Procope nous fait la description des mosaïques. Je décris maintenant l'issue de ces tableaux. Ce sont d'un côté et de l'autre des batailles et des guerres, des villes conquises en Italie et en Libye. L'empereur Justinien gagne des victoires grâce à son général Bélisaire et le général retourne à son empereur avec toute son armée intacte et lui présente le butin aussi bien des rois que des royaumes et tout ce que les hommes valorisent le plus. Au centre se tiennent l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora, portant sur leur visage des marques de la joie que leur donne une victoire qui abat les rois des Vandales et des Goths, venant devant eux en tant que prisonniers de guerre pour être conduits en captivité. Les sénateurs romains sont aux environs, tous en mode de fête, et donc tout ça c'est sous forme de mosaïque. Bon, l'idée que c'est le triomphe du chrétien orthodoxe Justinien sur les Vandales ariens peut être implicite dans cette mosaïque, mais comme la mosaïque est décrite ici,
le sujet semble quand même être une sorte de triomphe, encore une fois, à l'ancienne, où l'empereur reçoit le butin et les captifs des peuples soumis. Donc là aussi, Justinien joue non seulement sur le nouveau concept de l'empereur chrétien, mais il joue aussi sur la tradition impériale depuis le début de l'Empire et il s'approprie cette tradition païenne dans les images qu'il fait faire de lui. Bon, passons à autre chose. Quelqu'un voudrait poser une question? Madame Jocelyn demandait tout à l'heure si on l'entend. On ne l'entendait pas, mais peut-être maintenant, si elle active son micro, on l'entend et elle peut poser sa question. Ou pas. Une question, quelqu'un, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Donc, encore une de moi. En rénovant, en restaurant l'église des saints apôtres, qu'est-ce que Justinien fait? Donc, ça, c'est dans le chapitre 1, 4. Est-ce que ça commence? Ah oui, donc oui, 1, 4, 9. Il y avait à Byzance une église qui avait été dédiée à tous les apôtres, mais qui avait été tellement ruinée par le temps qu'elle était prête à tomber, etc. etc. Donc, Justinien l'a bâtie et l'a refait. Pourquoi? Plus belle, ouais, plus belle et plus grande qu'avant. Etc. etc. Ouais. Donc, ouais, plus grande et plus belle qu'avant. Il y avait une Byzance, une église qui avait été dédiée à tous les apôtres. Mais il avait été, donc ça, c'est pour et c'est pour montrer à quel point il est un empereur chrétien et il accorde beaucoup d'importance ou de place et au monde ecclésiastique. Là. Mais ça, on peut dire pour toutes les constructions ecclésiastiques de Justinien partout à Constantinople et partout dans l'Empire. Pourquoi cette appropriation de l'Église des saints apôtres est particulièrement significatif pour ce qui est et ce qui veut être Justinien? C'est une question ouverte, hein, c'est tout le monde qui peut donner son opinion en activant son micro. À l'origine, l'église des apôtres sert à quoi avant Justinien? Donc, donc
À mon avis, c'était une église tout à fait spéciale, euh, dédiée aux apôtres. euh, tellement donné. C'est pas la fonction principale. Procope le rappelle que c'était à l'origine lorsque l'empereur Constance bâtit cette église en l'honneur des apôtres et en leur nom. Il l'a choisi pour sa sépulture et celle des empereurs futurs, et non seulement pour eux, mais aussi pour les femmes de sa dynastie. Ce qui s'observe encore aujourd'hui, il y déposa le corps de son père Constantin. Mais donc, l'église des saints apôtres, c'est l'église de la dynastie de Constantin. Le Ouais, fondateur, le refondateur de Byzance, qui fait de Byzance Constantinople la ville impériale. voilà. Hein. Donc, C'est marqué. en la reconstruisant plus grande et plus belle, etc., qu'est-ce que Justinien fait, symboliquement parlant? Et là, il la renouvelle, non? Ça, ce qu'il fait concrètement, oui, il renouvelle l'Église, mais symboliquement, détruisant et reconstruisant en plus grand et en plus beau l'Église qui est la sépulture de la dynastie de Constantin, ça veut dire quoi? Euh, Ouais, hmm, c'est- peut-être montrer sa puissance ou montrer la fin de quelque chose et le début d'une autre. oui. Sa puissance, embellir également, hein, je sais pas moi, embellir. Symboliquement, Oui, oui, certes, mais c'est surtout c'est une compétition avec quelques siècles de décalage. Justinien montre ici qu'il est plus grand que Constantin et plus grand qu'en Constance parce qu'il refait l'Église en mieux. Et vu que c'est l'Église de la dynastie fondatrice de Constantinople, il y a une appropriation de Constantinople par Justinien. Il fait la démonstration qu'il est supérieur au fondateur initial en faisant l'Église mieux qu'elle a été avant, et ainsi la ville de Constantin, Constantinople, un petit peu plus encore, devient la ville de Justinien. Et en plus, D'accord. et en plus tout cela avec l'approbation des dieux. Parce que Procope nous dit que quand Constance construisait l'Église, il ne déclara pas que ceux des apôtres, donc les restes, y reposassent, et il ne laissa nulle marque par laquelle on put s'en douter. Les apôtres se révèlent seulement au moment, ils révèlent euh, ils révèlent leurs reliques seulement au moment où Justinien reconstruit l'Église en plus grand et en plus beau. C'est-à-dire, qui est-ce que les apôtres approuvent plus, Constance ou Justinien? Évidemment, Justinien, parce que il révèle les reliques seulement pour la nouvelle et plus grande Église de Justinien. Probablement, l'histoire ne fonctionnait pas exactement comme ça en réalité, mais ça c'est le message que Procope donne ici. Justinien meilleur Constantin, Justinien avec plus de droit à la possession de Constantinople que ses prédécesseurs, et aussi Justinien approuvé par Dieu et par les apôtres qui lui montrent des marques de faveur particulières. monsieur, Vous avez la parole. la, pour la partie des faveurs des dieux, comme on voit ça. Euh,
Vous avez expliqué, je n'ai pas entendu. Alors, Constance construit l'église des Saints Apôtres, d'accord? Mais d'après Procope, quand Constance construit l'église, il y a seulement les sépultures de la famille impériale. Il n'a pas les sépultures des apôtres. D'accord? Or, quand Justinien reconstruit l'église, lorsque ce superbe édifice fut achevé, les saints apôtres firent paraître par un témoignage public combien la piété de l'empereur leur était agréable. Ils le récompensèrent en découvrant les corps de saint André, de saint Luc et de Timothée dont on n'avait nulle connaissance auparavant. Donc, les apôtres se révèlent seulement à l'empereur mieux que Constance, mieux que Constantin, qui est Justinien. D'accord. Ok. En réalité, pour moi, ce n'est pas comme ça. L'Église était dès le départ conçue avec le sarcophage de Constantin au centre et les reliques des 12 apôtres autour. Mais 2 siècles plus tard, l'histoire a changé, l'histoire officielle a changé, et maintenant l'histoire officielle, c'est que voilà, c'était juste la sépulture des empereurs, et c'est seulement sous Justinien que ça devient véritablement l'église des apôtres avec les reliques des apôtres dedans, révélées comme faveur divine exclusivement à Justinien. En public, en plus, pour que tout le monde puisse voir que c'est le nouveau fondateur de Constantinople qui a la faveur divine. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, chrétien aussi. Toujours dans le même paragraphe, mais c'est un peu plus bas, je vois, il parle de la ligne. Et à l'endroit où les lignes se rencontrent a été posée une construction où il est interdit pour ceux qui ne célèbrent pas les mystères d'entrée. Ça, c'est... Je comprends pas très bien ce qu'il voulait dire, mais à l'endroit, toujours dans le 1.4.9, 1.4.9 là, on dit à l'endroit où les lignes se rencontrent a été posée une construction. Ah oui, mais ça c'est... A été posée. Oui, je vois. Mais ça, c'est juste un point technique. L'autel central de l'église n'est pas accessible au public, mais seulement aux prêtres. Je ne sais pas, moi, je ne vois pas de signification particulière dans ça. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Je ne sais pas exactement, et mystère, cet endroit avec on l'appelle sanctuaire. Bon, c'est bon, Oui, c'est l'autel central de l'église. Un sanctuaire. Ouais, c'est un sanctuaire. Oui, oui, c'est bien. Un sanctuaire, voilà. Un sanctuaire. Bon. D'autres questions de quoi on n'a pas encore parlé? On a parlé du forum et de sa statue. Nous avons parlé de l'église des saints apôtres. Nous avons parlé un peu du palais, mais peut-être pas assez. Monsieur, Oui. vous avez mis sur la plateforme Justinien conquérir le 5 impérial et après le texte. Quel lien ça a avec le texte que vous avez mis? Mais c'est ça, toute l'idée de Procope. Constantinople existe déjà. Hein.
Constantinople est devenu le centre politique exclusif de l'Empire. Justinien est un nouvel empereur. Ok, il a son oncle Justin qui était là devant lui, mais a priori, quand même, c'est à peu près le premier de sa dynastie. Les constructions de Justinien à Constantinople servent pour s'approprier la capitale de ses prédécesseurs. La ville de Constantin et des autres empereurs du IVe et du Ve siècle, à travers les travaux d'agrandissement, d'embellissement, restauration, rénovation et à travers de nouvelles constructions, la ville de ses prédécesseurs devient sa ville à lui. Donc c'est ça ce que j'entendais par l'idée de conquérir le centre. Parce que conquérir n'est pas le bon mot, c'est l'appropriation de Constantinople par Justinien. Pareil pour cette question de citerne. Pourquoi Justinien construit un réservoir d'eau à Constantinople? Comment les gens ont fait jusqu'ici? Bon, ils ont fait moins bien. Il y avait de l'eau pendant les saisons humides. Il y avait une pénurie d'eau pendant la saison sèche. Justinien fait en sorte qu'il y a à Constantinople de l'eau pour les citoyens tout le temps. Donc la ville bien approvisionnée en eau, ça c'est Constantinople version Justinien. Donc là aussi on peut voir un acte d'appropriation, de récupération de la capitale de ses prédécesseurs pour lui. D'accord. Je sais pas si c'était celui qui présente le texte, il expliquait en fait quelle était la position de l'auteur dans le texte par rapport au texte. Pas une question facile, mais est-ce que vous voulez essayer de donner une réponse comment Procope se positionne par rapport à Justinien et par rapport à sa capitale? Okay. Vous êtes encore là? Hello? Non, il n'y a pas de... Ah, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il ne nous entend plus. Hein. Oui. Ah si, il est là. Donc, Procope, positionnement par rapport à l'empereur et à ses constructions à Constantinople, quelque chose à dire là-dessus? Euh, Il veut pas répondre. Procope a fait quoi? Comment Procope voit l'empereur? Je ne sais pas si c'est ça la question, n'est-ce pas? Quelle est l'opinion de Procope concernant l'empereur? Quelle est l'opinion de Procope concernant les constructions de l'empereur? Est-ce que c'est un texte pro-justinien? Est-ce que c'est un texte critique à Justinien? De quoi s'agit-il? Donc, ok, bon, euh,
on peut dire là, on voit que, on parle qu'il parlait de Justinien comme étant un empereur qui a marqué son temps, Et donc, c'est vrai, il y a eu et des moments de troubles, mais on fait apparaître beaucoup plus les moments de gloire, les moments de le succès de l'empereur. Le succès de l'empereur. Ouais. Bon, d'une manière très générale, les bâtiments, c'est une sorte de panégyrique. Donc, c'est un ouvrage qui sert quand même à glorifier l'empereur. C'est une sorte de panégyrique un peu spéciale parce que l'accent est mis d'une façon plus ou moins exclusive sur les bâtiments, mais c'est un panégyrique quand même. Comme vous le savez peut-être, il y a d'autres ouvrages de Procope. Il est nettement plus critique de Justinien. Il y a l'anecdote, il y a des passages aussi dans l'histoire des guerres où c'est pas si évident que ça que Procope est un historien pro-justinien. Mais ici, dans les bâtiments, il y a quand même une célébration d'un grand empereur qui rend l'Empire romain plus grand, plus puissant, plus chrétien, mieux défendu, généralement mieux. D'accord. Bon, je pense laissons Procope là. A priori, nous avions aussi un exposé sur le texte de Zosime. Mais la présentatrice n'est pas là. Elle avait prévenu qu'éventuellement elle aurait des problèmes techniques, ce qui est peut-être arrivé, effectivement, vu qu'elle n'est pas là. Ah. Quelqu'un a des nouvelles de Madame Clairzil depuis ce matin? Elle m'a envoyé une sorte de longue abstract par mail que je peux vous lire. Peut-être on fait ça? Comme ça, même si elle n'est pas virtuellement présente au séminaire, on peut même voir ce qu'elle pensait de son texte. Juste que je retrouve le texte. Voilà. Bon, je vous lis le truc. Donc, c'est Ali Clairzil qui parle, c'est pas moi. D'accord. Okay. Alors, donc, ça porte sur cet extrait de l'histoire nouvelle de Zosime. Ce texte est un extrait tiré du livre Histoire nouvelle écrit par Zosime, qui est un historien grec qui a vécu à Constantinople durant les règnes de Zénon et d'Anastase Ier. On n'arrive pas à retracer avec exactitude la vie et le parcours de Zosime, mais d'autres historiens tentent à travers des sources indirectes de reconstruire les étapes de la vie de Zosime.
Il est né vers 460, puis occupe le rang de commesse entre 490 et 510, et il est décédé vers 520. Zosime s'appuie sur les écrits de Polybe de Mégalopolis, qui a étudié les origines de la puissance et la splendeur de l'Empire romain et relate les événements qui sont à l'origine de la dégradation et le déchirement qui conduisent l'Empire romain à sa ruine. Cet extrait constitue une source majeure pour les historiens contemporains, car par ses convictions religieuses qui étaient contraires à la religion de l'Empire de l'époque, malgré des légères exagérations dans certains de ses écrits, ses œuvres restent toutefois impartiaux, fiables et exploitables. Bon, impartiaux, c'est pas un mot que moi j'utilise personnellement pour Zosime, mais bon, c'est pas moi. À travers cet extrait, l'auteur nous présente la situation géographique de la ville de Constantinople, un nouveau centre culturel, puis les institutions émergentes. Il importe donc de s'interroger sur une éventuelle rupture à la suite de la formation de Constantinople avec le modèle institutionnel romain, notamment avec la tétrarchie instaurée par l'empereur Dioclétien dans l'Empire romain d'Antiquité. Pour notre étude, nous allons nous intéresser sur le choix du site, questionner en quoi il est spécial, puis nous aborderons une volonté de continuité avec l'Empire romain de l'Antiquité, et pour terminer, nous verrons une rupture avec les institutions romaines. À l'apogée de l'Empire romain, les provinces deviennent de plus en plus riches et les attaques se multiplièrent vers les rives croissantes et fertiles par les Perses et au nord par les Goths. Constantin, à la suite de ses victoires contre les autres empereurs de la tétrarchie, devient l'unique empereur de l'Empire. Il décide de mener une conquête à la recherche d'un deuxième centre commercial pour l'Empire romain. Les plaintes qui éclataient contre lui de toutes parts, il résolut de chercher une ville qui égalât la majesté de Rome. En 324, Constantin fait choix de l'ancien site de Byzance, ville fondée par les Grecs en 657 avant Jésus-Christ, comme territoire pour établir le deuxième centre politique de l'Empire romain. Un choix stratégique. Ainsi, par sa position géographique, il se situe entre l'Orient et l'Occident. C'est un carrefour commercial qui relie deux mondes. C'est un point de passage obligatoire, ce qui favorise le commerce et qui engendre des profits économiques entre la Troïade et l'Ione. Sa position sur le Bosphore qui traverse la ville lui fournit des fortifications naturelles telles qu'au sud on retrouve la mer de Marmara, la Propondide, au nord la Corne d'Or, un bras de mer qui forme un port naturel adapté autrefois par les Grecs pour former la ville de Byzance. À part ces fortifications naturelles, pour mieux préparer, agrandir le territoire et éviter la moindre évasion, il fait construire une muraille à l'est. Voulant accroître la ville, il fait élever une nouvelle muraille plus longue de 15 stades que l'ancienne et qui, égalant la grandeur de l'isthme, s'étendait depuis une mer jusqu'à l'autre. Outre un lieu stratégique qui offre la protection et le profit, la forme et la position du site présentent des caractéristiques identiques avec la première capitale de l'Empire, c'est-à-dire Rome. Un désir à tout prix de ressembler ou de vouloir des traits identiques avec la première capitale de l'Empire, citation, il résolut de chercher une ville qui égalât la majesté de Rome. On peut tenter de dire que le site de Byzance est l'incarnation de la Rome. En 476, la capitale de l'Empire romain, Rome, succombe aux invasions des barbares. Constantinople devient la nouvelle et seule capitale de l'Empire, c'est-à-dire le centre économique, politique et culturel de l'Empire. Constantin s'affirme comme un empereur bâtisseur. Il entreprit des campagnes de construction, mis à part la muraille, pour agrandir et protéger le territoire. Il fait construire le palais de Daphné, qui comprend un ensemble de salles cérémoniales et de lotissements résidentiels. Il y bâtit aussi un palais qui ne cédait guère en magnificence à celui de Rome. Ça, c'est une citation. Il restaure et termine la construction de l'hippodrome en agrandissant à l'intérieur. Il y a une arène bordée de gradins séparés en deux par une porte, la spina, sur laquelle on dispose des colonnes et des statues.
Les gradins étaient aménagés sur des passages faisant le tour des arènes. Au sommet courait un long portique. Au sud des gradins se trouvait la loge de l'empereur et une salle de réception qui communiquait directement avec le Grand Palais. Citation, il embellit encore l'hippodrome. Il s'affirme comme un empereur helléniste qui s'investit à promouvoir l'art. Il fait l'acquisition des statues dans des sanctuaires et des cités d'Orient, telles que la colonne de Serpentine en mémoire de la bataille de Platée, et au milieu du forum, une statue de Constantin tenant une couronne rayée qui symbolise le soleil et l'Apollon tout au long de la Messée. La Messa. On retrouve des statues des grands hommes d'Antiquité comme Alexandre le Grand, Jules César, Auguste. Citation. Il fait construire des temples en l'honneur des déesses gréco-romaines et pratique des cultes pour assurer la fortune et la prospérité de la ville. Il mit dans l'autre temple la statue de la Tyché de Rome. Sur le plan architectural, les routes, les bâtiments, les statues, les divinités font de Constantinople la nouvelle Rome, cette nouvelle capitale d'Orient, malgré cette volonté de continuité avec l'ancienne capitale, se diffère de celle-ci par les mises en place des structures institutionnelles. La Rome ancienne, capitale de l'Empire romain, a connu son apogée au IVe siècle. Sa prospérité et son économie sont dues au butin des campagnes militaires. Un empire qui se construit et grandit à travers des conquêtes de territoires. À Constantinople, la richesse de la ville provient de ses ports, des impôts sur les marchandises et sur les jeux dans l'hippodrome. L'empereur favorise le commerce en bâtissant des bâtiments pour le stockage des produits, notamment les grains. Il augmente le nombre des aqueducs dans la ville pour faciliter la population en approvisionnement en eau. Citation, ne faisant plus de guerre, comme je viens de le dire, et ne menant qu'une ville plongée dans le plaisir, il assigna au peuple de Constantinople du grain public dont il jouit encore aujourd'hui. Comme à Rome, dans la nouvelle capitale, il y a des sénateurs, mais avec des missions fictives. Ils représentent leur rang et gardent leur titre, mais ils ne possèdent pas de pouvoir décisionnel comme dans l'ancienne capitale, où c'était la classe sénatoriale, les optimates, les plus riches, et les populares, les moins riches, qui dirigeaient l'empire. Il bâtit aussi des maisons pour loger des sénateurs qui l'avaient suivi. Tandis qu'à Constantinople, on pourrait parler de dynastie car la totalité des pouvoirs sont concentrés et exercés par une famille, ayant déclaré dès auparavant Constantin son fils empereur, il éleva à la même dignité ses deux autres fils Constance et Constant. À la fin du IVe siècle, la population s'accroît de plus en plus. Arrivé au milieu du Ve siècle, la ville de Constantinople est surpeuplée. Les successeurs de Constantin, tels que Théodose Ier et Justinien, font suite à son programme de construction et de réparation. Avec l'augmentation de la population, la ville de Constantinople devient précaire en alimentation en eau. Justinien fait construire des citernes, des aqueducs, des égouts, des jardins et des grandes places. Pour renforcer le caractère impérial de la ville, il fait construire d'autres forums, des palais et une multiplication de résidences pour les aristocrates. Il suffit un si grand concours de peuple, soit pour les armées, pour le commerce ou pour d'autres affaires, qu'il a fallu en accroître l'enceinte et bâtir une quantité si prodigieuse de maisons que les habitants s'y pressent et s'incommodent les uns les autres. Le christianisme prend de plus en plus d'ampleur dans la ville et elle devient la religion de l'empereur. Il investit dans les temples sous son règne plus de... C'est ça ce que ça dit. Il s'investit dans des temples sous son règne, plus de 33 temples, parmi lesquels Sainte Sophie, qui est le siège du patriarche orthodoxe, le lieu d'accueil des cérémonies impériales comme le couronnement des empereurs. Sur ce qu'on a pu voir, donc c'est la conclusion, sur ce qu'on a pu voir que la formation de Constantinople n'est pas due au hasard, car c'était un choix stratégique suite aux attaques subies par Rome, la capitale de l'Empire romain. Mais à travers ce choix, l'emplacement de la seconde ville est important car elle doit être bien protégée. Après la chute de Rome, l'Empire romain se perpétue et évolue non en Occident mais en Orient. L'empereur, à travers ses mises en place, reproduit une nouvelle Rome dans toute sa splendeur, mais avec un système de gouvernance différent de l'ancienne capitale, mais
peut-on parler d'un nouveau centre tétrarchique, vu que même avant la formation de Constantinople, le système tétrarque n'existait plus qu'à Constantin, à la suite de sa victoire sur Licinius, devenu le seul empereur romain. Dans cet extrait, l'auteur présente Constantinople comme étant une ville idéale, façonnée à l'image de Rome, certes, mais complétée pour combler les axes vulnérables qui ont poussé à la chute de cette dernière. Afin d'éviter le même sort que celle-ci, on se demande, est-ce que cette ville perdurera-t-elle malgré ses fortifications et la mise en place des structures administratives strictes? Voilà, ça doit être à peu près ça ce que Madame Clérizy aurait dit si elle avait été là. Présent. Donc, je ne sais pas, vous ne pouvez pas tellement me poser des questions sur ce qu'elle voulait dire, elle, parce que, voilà, à part ce que je viens de lire, je ne sais pas plus. Hein. Alors, moi, j'ai attendez, je vais voir le texte. Oui. Alors là, on pourrait reposer la question, quelle est la position de l'auteur? En fait, Zosime n'approuve pas vraiment la fondation de Constantinople et du projet de Constantin, parce que l'extrait que nous avons commence quand même en disant: comme il ne pouvait plus supporter les plaintes qui éclataient contre lui de toutes parts, il résolut de chercher une ville qui égalât la majesté de Rome et où il put établir le siège de son empire. Donc, en fait, d'après Zosime, Constantinople est le résultat de la fuite de Constantin, de l'opinion publique négative à Rome et en Occident. C'est peut-être pas entièrement vrai non plus, mais ce que Zosime au moins suggère, c'est que la construction, la fondation de Constantinople, là où est Constantinople, n'est pas nécessairement un choix libre de Constantin qui a la vision d'un nouveau centre nécessaire pour l'avenir de l'Empire, mais ce que Jésus me dit, c'est que la situation pour lui à Rome était intenable, donc il voulait s'éloigner de Rome, et pour ça, il avait besoin d'une nouvelle capitale. C'est pour ça que moi, j'avais suggéré comme thème la réflexion sur la question, est-ce que Constantinople est un autre centre administratif du type des centres des tétrarques, parce que les tétrarques se construisent, eux, pas appeler ça des capitales, mais des endroits à partir duquel ils peuvent gouverner. Je pense à des villes comme Trèves, par exemple. Trèves existe, bien sûr, avant la tétrarchie, mais Trèves est développé comme centre de gouvernement par les tétrarques. Donc, peut-être au début, au IVe siècle, Constantinople est un peu dans ce cas. Le grand projet de Constantinople a été construit plus tard et a été rétroactivement introduit dans l'histoire de Constantin. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu par l'idée de la vision de Constantin, l'endroit stratégique, l'endroit où se croise le commerce, l'endroit facile à défendre parce que c'est une presqu'île. Tout cela, je pense, vient seulement après. Constantin commence un nouveau centre impérial comme centre de gouvernement pour lui-même. Effectivement, d'un point de vue stratégique, Constantinople est bien placé parce que Constantinople est plus central dans l'Empire que Rome. Je dis Constantinople est quand même loin des provinces d'Occident. Et comme on le voit bien, même Justinien ne réussit pas à reconquérir tout l'Occident parce que justement,
Constantinople est une ville orientale, peut-être pas très orientale, peut-être pour une ville orientale, Constantinople est une ville occidentale, mais c'est pas un parfait centre géographique de l'Empire non plus. Donc, c'est une ville très stratégique, monsieur, très stratégique, très convoitée, je ne sais pas quoi dire, mais c'est très, très, très importante. Oui, mais pas au IVe siècle quand Constantin a fait le choix. Après, oui, après, Constantinople est effectivement au centre de l'Empire comme il se présente au VIe siècle. Mais cela n'était peut-être pas prévisible au IVe siècle quand Constantin commence la reconstruction de Byzance en Constantinople. Ouais. Bon, je ne sais pas, sans la présence de Madame Clergy, peut-être une possibilité de discussion sont un peu limitées. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je propose que nous ajournons le séminaire jusqu'à la semaine prochaine. D'accord. Bon, merci pour ceux qui étaient là et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En ce qui concerne moi, je ne vous revois plus cette semaine. C'est peut-être un peu tôt pour dire bon week-end vu que nous sommes sur un mercredi. Donc, je vous dis simplement à la semaine prochaine. Et bonne soirée. Merci, portez-vous bien. Merci Merci, vous aussi. au Au revoir. revoir.